Laurent Roland Toninkès, bonjour. Ahmed Arikpa, amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, je pense qu'on en parlait le mardi dernier. Les résultats du bac sont désormais connus. Baccalauréat 2024 au Bénin, écrit fraternité, 56,93% contre 63,08% l'année dernière. Oui, on a pu voir qu'il y a une régression dans le taux d'admissibilité. Donc, cela prouve peut-être qu'il y a des problèmes dans le système éducatif à ce niveau, notamment au niveau des élèves de la classe de terminale. Il va falloir situer les responsabilités pour voir ce qui n'a pas marché, parce que si on considère le taux de réussite au niveau du CEP, le taux d'admissibilité au niveau du BEPC, et qu'aujourd'hui, on voit qu'au niveau du bac, ça a régressé. Il y a matière à se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché et quel a été le véritable problème. Mais ce dont on peut déjà se réjouir, c'est que la série C soit en tête. C'est parce que l'une des visions du gouvernement en place, c'est de faire en sorte que les enfants s'intéressent davantage aux séries techniques et scientifiques. Et donc, quand on voit aujourd'hui que la série C a été en tête pour ce baccalauréat, on ne peut que se réjouir et déjà féliciter le gouvernement pour les différentes initiatives qui ont été prises dans ce sens. Mais là, au-delà de tout, le taux d'admissibilité au plan national, il faut maintenant s'interroger, se demander qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi ce résultat, trouver les solutions pour qu'à l'avenir, nous puissions avoir un taux d'admissibilité aussi élevé. C'est vrai qu'on ne pourra jamais avoir 100% de bac ou 90% de bac, c'est pas évident. C'est pas un CEP qui aujourd'hui c'est approche par compétence avec tout ce qu'on connaît où les enfants peuvent réussir à 89%, 90% et 100%. Mais de toute façon, c'est de travailler à ce qu'au moins qu'on atteigne le seuil de 70%, pourquoi pas 75%, tout au moins, c'est ce qui est souhaité. C'est vrai aussi que bon, nous faisons des bacheliers, mais après, c'est ça aussi l'autre point de la question. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut souhaiter qu'on ait chaque fois un taux d'admissibilité aussi bas. Le taux de réussite, donc, qui est en baisse de 6,15% comparativement à l'année dernière, nous informe le quotidien d'Abarou. On tentera donc de comprendre les raisons, voilà, le comment, du pourquoi. Laurent Roland Toninkès. Parlons justement de ces résultats du baccalauréat. Il y a ce commentaire fait par les uns et les autres. Vous savez que alors, il fut un temps, je pense qu'on en parlait également le mardi en plateau, pour donc connaître les fameux résultats, il fallait se rendre dans un centre où, eh bien, on va dire quoi, les enseignants ou en tout cas le corps qui s'occupe de l'organisation venait donc avec le matériel adéquat, donner les résultats. Donc, il y avait foule et tout, sauf que désormais, puisqu'on est passé à une autre étape, celle de la digitalisation, il est possible de consulter son résultat en ligne. Donc, certains estiment que ça enlève un peu voilà, cette ambiance qu'on peut, il faut dire retrouver ou qu'on peut vivre au détour de la proclamation de ces résultats. Oui, avant, quand on dit baccalauréat, c'est toute une émotion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours l'émotion parce que vous attendez les résultats, soit vous avez peur, ou soit vous êtes sûr que vous serez admis, et puis il y a cette sérénité. Mais au-delà de cette sérénité ou bien de cette tristesse, il y a toute une émotion parce qu'on met tout un dispositif en place et puis on lit les noms. C'est ça, c'est ça. Série par série. Ben oui. Et donc, quand on lit les noms et puis après, vous êtes sur cette ligne-là et qu'on commence à lire les noms, on sait comment ça se passe. Vous savez, il y a deux chansons qui sont souvent, on va dire, chantées, fredonnées au détour de ces séances de proclamation des résultats. Il y a, alors, dans un camp, le camp des gagnants, donc la chanson du groupe Afafa, les gagnants. Puis dans l'autre camp, la chanson de Johnny Sourou, non, ou pas? Non, mais c'est qui? Avimandeme, oui, c'est Johnny Sourou. Avimandeme, voilà pour ceux qui ont échoué. Oui, et puis je crois qu'on n'a plus cette ambiance aujourd'hui. Et est-ce que nos enfants aujourd'hui ont le cœur vraiment pour supporter ça? C'est ça aussi le problème parce que c'est beau de dire oui, il faut qu'on vive ça, mais beaucoup de nos enfants, attention, vous allez amener beaucoup de cas, pas crise cardiaque à l'hôpital. Il vaut mieux carrément continuer à faire ce qu'on fait actuellement. Sinon que oui, on peut continuer avec cette ambiance où vous êtes là, les parents sont là, tout le monde est là. Et puis après, on lit les noms, Quand on cite le nom de quelqu'un, quand la personne est suffisamment courageuse,
discrètement, il tourne, il fait demi-tour, il rentre chez lui, tout silencieux. Mais quand vous attendez votre nom, vous sautez, tout le monde voit que, bon, voilà un autre admis. Et donc, il y a cette ambiance conviviale. Mais c'est vrai que ça fait peur, parce que quand vous êtes à côté des camarades, et qu'on lit, on lit, et puis on saute le nom de 2-3 camarades qui automatiquement baissent la tête, commencent à pleurer, et que vous attendez votre tour, parfois vous avez le cœur haut. Ah, mais attention. Donc, moi, je pense que oui, s'il y a possibilité de le faire, parce que je sais qu'il y a des collèges qui le faisaient, CJ Guigamin, notamment. CJ Amboin Clavier, il y a... En fait, c'est beaucoup plus... les centres de correction qu'ils faisaient. Et puis après, les autres centres, les autres collèges, quand ils viennent chercher les résultats, ils le font également. Parfois aussi, si vous êtes déjà au centre de correction, le grand centre déjà de délibération, vous avez la chance d'écouter si vous êtes admis ou pas. Les gens qui étaient loin pour venir écouter ça. Et puis, d'abord, même tout le monde entend votre nom. Hein. C'est comme si c'est la radio. Et je crois qu'il fut un moment... célébration aussi. Il fut un moment aussi où Radio Tado a fait cet exercice à Bois-Clavier. Des radios ont fait ça, ont fait cet exercice, prenaient les résultats et après la délibération, ils les lisaient directement à la radio. Et voilà, à l'antenne, non-stop pendant toute une nuit. Les gens à la maison écoutaient. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, si les radios doivent continuer à faire ça, ça leur rapporte quoi, ça amène quoi, et que, bon, maintenant, est-ce que ça ne va pas créer plus de dégâts? Parce que vous imaginez le parent à la maison avec ses enfants, et aujourd'hui... Qui n'entend pas le nom de son enfant? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de parents aussi sont devenus des malades ambulants, parce que exposés à ce qu'on peut appeler un AVC, parce que trop de tracasseries, sans repos, sans repos, et puis sans sport, tout ça là. Et puis déjà... Voilà des gens qui ont un cœur déjà fragile, et vous leur dites d'allumer la radio à la maison, l'enfant aussi qui est fragile, et on lit les noms, on saute les noms, et l'enfant et les parents vont tomber, qui va les sauver? Donc autant mieux carrément gérer ça autrement. Allez, c'est le moment en tout cas de revenir sur ce qu'on a pu dire dans le courant de la semaine. Je pense que vous en parliez également hier, mais c'est toujours important de le dire. Donc enfin, dans le cadre de ces résultats, pour les enfants qui malheureusement n'ont pas réussi à décrocher ce précieux sésame, c'est le moment de rappeler aux parents qu'il faut les encadrer comme il faut, leur parler. Je dirais que c'est Dieu qui connaît le meilleur moment pour chacun de nous. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas admis et qui sont conscients de ce qu'ils n'ont pas travaillé et qu'au cours de l'année, ils sont beaucoup amusés. Mais il y a d'autres qui ont peut-être fait beaucoup d'efforts au cours de l'année, mais qui malheureusement ont été confrontés à une situation d'échec. Ce n'est pas la fin du monde. Il va falloir... il y a une chanson toujours la qui mais ceux qui sont tombés doivent pouvoir se relever. C'est ça. Donc, les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ce sont ceux qui ont su se relever. Voilà, donc je crois que nécessairement il faut vraiment donner du tonus à ces personnes pour dire ce n'est pas la fin du monde. J'ai connu des gens qui ont été au bac une fois, ont échoué, et puis l'année qui a suivi, ils ont eu le bac avec mention. Ça leur a permis d'aller étudier dans les grandes universités parce qu'ils ont eu la chance d'avoir des bourses pour sortir du Bénin pour aller étudier. Ils sont devenus de grands cadres aujourd'hui. Il y a peut-être ce scientifique célèbre, Albert Einstein, on donne son exemple, il a été au bac 7 fois avant de pouvoir décrocher finalement le bac. J'ai pu lire sur Facebook il y a quelques jours une étudiante de la Côte d'Ivoire qui a été au bac, qui va au bac depuis 2019. Et qui finalement a été admise cette année et qui parlait, qui pleurait et qui disait ça fait 5 fois depuis 2019 qu'elle va au bac et enfin elle a eu le bac. C'est pas la fin du monde. Il faut s'armer de courage et se dire, bon, l'année prochaine, je donnerai le meilleur de moi-même. C'est ça. Mais pas sans Dieu. Parce il ne faut pas abandonner les enfants, ceux qui ont échoué, j'insiste là-dessus. Il faut les encadrer. Je crois que c'est difficile. Il faut les entourer. C'est difficile pour certains parents aujourd'hui de regarder l'investissement fait et de pouvoir être... en tout cas facilement détendu et encourager les enfants. Face à l'échec peut-être. Mais il faut que les parents comprennent que l'échec fait partie de la vie. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut les motiver. Je crois que même si vous avez un enfant qui échouait aujourd'hui, certains me demanderont, est-ce que tu pourras faire ça? Moi, je le ferai volontiers. Un enfant qui échoue, ce n'est pas la fin du monde. Prenez-le, sortez-le, allez au restaurant avec lui, mangez avec lui, parlez-lui, encouragez-le. Je crois que ça va le motiver. Et là, l'année prochaine,
il va pouvoir comprendre que oui, ses parents l'aiment et il doit pouvoir donner des meilleurs Faire un peu plus d'efforts Mais peut-être. en criant sur lui, en montrant que parce que vous avez dépensé autant d'argent sur lui et qu'il n'est pas admis, tu n'iras plus à l'école. Ça veut dire quoi? Un peu de choses. Ça va le stresser davantage. Et la peur, ce n'est pas bon parce que quand vous avez peur, vous perdez toute confiance en vous. C'est ça. Et après, vous ne pouvez pas supporter les dégâts. Hein. Je pense qu'il faut maintenant se calmer. Le mal est fait, passer à autre chose et prier. Je dis toujours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais jamais sans Dieu. Dans l'autre cas aussi, il convient quand même de prodiguer quelques conseils pour justement les enfants qui ont réussi. Les parents, justement, se doivent aussi, de les féliciter, mais en même temps de les encadrer, parce que l'euphorie peut amener... à ce niveau aussi, c'est même grave parfois à ce niveau. Écoutez, une fille qui, par exemple, a le bac et qui appelle son copain, lui envoie un message pour dire, je viens chez toi, tu vas me dévierger. Le bac, ce n'est pas un certificat de mariage. Ou pour que tu dises à un gars, fais me dévierger. Il y a beaucoup de filles comme ça, parce qu'elles ont eu le bac, elles sont livrées au premier venu, elles ont perdu leur virginité, parce que, en fait, sous l'effet de... Voilà, parce que la seule fois où le gars est en train de te dévierger, malheureusement, tu peux tomber enceinte et bonjour les dégâts avec peut-être un enfant qui va enregistrer sur tes bras, tes parents vont t'abandonner et c'est tout un problème pour la société. Et ceux-là aussi qui ont le bac, qui pensent qu'aujourd'hui c'est un sésame et que c'est un laissez-passer, qu'il faut manquer de respect aux parents, on peut sortir comme on veut parce qu'on estime qu'on est adulte, ce n'est pas la fin du monde. Je crois qu'il faut vraiment... D'abord, il faut aller peut-être... Je pense que certains parents doivent pouvoir... amener après le bac leurs enfants dans les facultés quand les gens sont en train de composer, pour qu'ils aillent voir ce qui se passe à l'université, pour qu'ils se préparent psychologiquement. Parce qu'il y a des gens, c'est à la rentrée qu'on les envoie là-bas, c'est un choc pour eux. Et ils découvrent tout, c'est un choc pour eux, et c'est difficile pour eux de supporter. Après, on voit échec sur échec, et finalement, votre fille sort de la maison, ne va même plus à l'université. Elle est peut-être chez un copain à Zougbadi, elle est en train de lui faire proprement la cuisine. Donc après, elle vous chope une grossesse. Et pas que. Voilà. Bon, non, ça commence là. Elle lui fait... Après, un jour, elle vous amène une grossesse et bonjour les dégâts. C'est peut-être le jeune qui sort et puis c'est peut-être lui qui passe chez ses copains avec le portable et se convertit en cybercriminel et bonjour les dégâts, autant de choses. Je voudrais dire à ces jeunes-là, attention, il faut vraiment honorer les parents et faire en sorte que ce que les parents sont en train de faire pour vous, vous devez pouvoir travailler à leur faire honneur plus tard, en travaillant dur, en étudiant, en allant assidûment au cours et autres. Mais les parents aussi doivent pouvoir veiller au grain. Quand vous avez une fille qui a le bac, je crois qu'à un moment donné, elle accède à un monde de maturité à un moment donné. Et il va falloir la faire asseoir pour dire, voilà ma fille, tu viens d'avoir le bac. Je crois que j'ai lu... un message comme ça, j'ai oublié, une personnalité publique du Bénin, une dame qui a envoyé une lettre comme ça à sa fille, j'ai oublié son nom. Oui, qui a envoyé une lettre comme ça à sa fille. Oui, l'année passée, parce que la petite fille avait eu le bac. J'ai lu ça rapidement sur les réseaux sociaux l'année passée. Elle a donné tant de conseils à sa fille. C'est pas... la dame, celle qui était présidente du conseil économique, pardon, de la chancellerie, madame, j'oublie son nom. Ah ouais, je vois. Ouais, elle a envoyé une lettre comme ça. Si c'est pas, il y a une dame comme ça qui a envoyé une lettre comme ça à sa fille. Elle lui dit, tu viens d'avoir le bac, mais attention, les petits garçons vont te déranger, voilà. Donc, c'est à nous aussi d'encadrer nos filles. Encadrer les enfants, voilà. Le baccalauréat n'est pas un certificat de mariage et ce n'est pas non plus, en tout cas, une connaissance des parents pour que vous puissiez aller vous livrer au premier venu pour dire, je viens me dévierger, je cherche le bac. C'est une bêtise et après, c'est vous qui subissez. Puis il y a, Laurent, toujours dans ce camp, donc, des candidats qui ont réussi, la question de l'orientation. Oui, la question de l'orientation est le problème le plus crucial aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on a toutes les formes de cursus, mais malheureusement, est-ce que tout est profitable aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on va continuer à suivre certaines formations? Autant de géographes, autant de sociologues, autant de comment vous appelez, de philosophes, autant de scientifiques, CBG, je crois, chimie, biologie, géologie. Mais au fond, quand on fait tout ça, on devient quoi après? Il y a des nouvelles filières qui sont des filières porteuses aujourd'hui et qui, quand vous les faites, vous sortez,
automatiquement, la probabilité est forte que vous ayez un emploi dans les 2 ans ou la première année déjà qui suit après votre formation. Il faut que les parents se réfèrent. Et c'est pour ça que davantage, je pense qu'il faut faire la promotion des centres, des cabinets d'orientation et d'accompagnement des jeunes aujourd'hui pour dire qu'est-ce qu'il faut encourager les enfants à faire pour gagner du temps. Parce que je vois des jeunes aujourd'hui, écoutez, je vois les jeunes, et le jeune me dit, je dis, mais il se présente, et vous faites quoi? J'ai un master 1. J'ai une licence 1, voilà. J'ai un master 1. Et tu fais quoi? Tu fais quoi je suis à la maison, je cherche des stages. Pourtant, il y a des choses que tu peux faire sans stage, tu peux t'auto-employer dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, beaucoup de parents font cette erreur. Les enfants, on les met dedans, ils font licence, après ils font master. Voilà. Master, peut-être, écoutez, parfois... Il y en a 2. Non, voilà, il y en a qui ont 2, 2, même 3. Parce que comme il n'a pas trouvé à faire, papa envoie encore l'argent, il va faire. Travailler à développer d'autres capacités des enfants pour que ces enfants se découvrent eux-mêmes et disent, bon, je vais entreprendre si je veux entreprendre ça. Il y a des enfants que les enfants ont mis, des enfants que les parents ont mis dans la médecine, mais qui sont sortis, qui ont dit, je ne vais pas faire la médecine, parce que ce n'est pas leur vision. Et ils sont heureux dans ce qu'ils font. Ils se sont réalisés dans ce qu'ils font. Cela suppose qu'aujourd'hui, il faut trouver les secteurs porteurs. Aujourd'hui, je crois que le gouvernement a soulevé la question. Hein. Il y a des filières aujourd'hui, il y a des techniciens dont on avait besoin dans ce pays. Malheureusement, il n'y a pas de centre de formation pour ça, il n'y a pas de compétences au plan national, en la matière, et ce qui peut-être en partie peut donner raison à ce que le chef dise qu'à un moment donné, nous sommes disés de compétences, parce que dans bien des compétences, on n'avait pas de disponibilité. Donc, il va falloir identifier tout ça là aujourd'hui et mettre les enfants dedans pour voir qu'est-ce qui est faisable, et les encourager. Avec une licence, déjà, ces enfants peuvent travailler. Plutôt que de dire on veut aller faire... Il y a une filière qui m'énerve d'ailleurs plus, c'est ressources humaines. En quoi est-ce que cela vous énerve? Il y a tellement de personnes qui ont fait sur ressources humaines dans ce pays. On a besoin, justement, combien d'entreprises ont besoin responsables de ressources humaines dans les entreprises? Et après c'est pas parce qu'on fait RH qu'on est, d'office censé devenir RH d'une entreprise. Il y a d'autres possibilités. Ce que vous dites, c'est que, tel qu'à un moment donné, quand nous on avait le bac, je ne sais pas si vous avez le bac dans la même période que moi. J'ai même eu le bac. Peut-être que je ne l'ai jamais eu. Donc ça, vous êtes retrouvé ici par effraction alors? Oui, j'ai été parachuté. Ah oui, d'accord. Bon, on va checker tout ça après l'émission. Oui, d'accord. Alors, on va saisir la RAC pour voir. Parce qu'il y a un bachelier qui exerce et qui parfois se fout la politique. C'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Donc, en fait, pour dire, oui, aujourd'hui... Il va falloir revoir tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut encadrer dans une certaine mesure. Quand je dis RH, c'est pas parce que dans notre pays, en tout cas, comment il y avait le bac, il y a vu que avant moi, beaucoup de personnes étaient, quand les jeunes ont bac, on dit RH. Après, RH. Et ça, on a eu ce discours-là pendant pratiquement 4 ans, 5 ans. Finalement, on a tellement de personnes qui ont fait RH. La tendance aujourd'hui, c'est gestion de projet. Bien sûr, bien sûr. C'est gestion de projet et marché public. Si vous allez dans cette filière aujourd'hui, c'est saturé. Tout le monde veut faire marché public. Tout le monde veut faire gestion de projet. Oui, parce que vous savez que marché public, au rôle des réformes du pouvoir en place, il y a matière à ce que cette filière puisse être porteuse de débouchés pour les uns et les autres. Mais il y a des enfants, juste 1 million, avec une bonne vision des parents. Ces enfants peuvent entreprendre et devenir indépendants. Justement. Mais on va investir 1 million, 2 millions. C'est vrai que les centres de formation ne sont pas d'accord avec moi, mais ce n'est que mon avis. Parce que j'estime que quand on va investir 2 millions en 2 ans pour faire un master. On peut créer déjà... et que après, c'est pour rester à la maison. Une activité. C'est pour rester à la maison. Pourquoi? Et il y en a qui ont ces diplômes-là et qui n'ont jamais trouvé à faire depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y en a plein. Alors que les parents ont foutu peut-être 2, 3, 4, 5 millions dans leurs études. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir, demander aux enfants ce qu'ils veulent. Hier, j'étais avec un parent qui félicitait son enfant au téléphone et l'enfant dit « je veux voyager ». Le papa dit « mais tu vas voyager pour faire quoi ?» Pourquoi faire? Et c'est là il disait à son papa « non, je vais être ingénieur ». Le papa dit « ok, si tu as 12 de moyenne, je ferai tout pour que tu voyages pour être ingénieur ». Ça, c'est par exemple, parce qu'aujourd'hui, en termes d'ingénierie, on en a besoin. Que ce soit en BTP, que ce soit en sciences, que ce soit en technique, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, le Bénin
fort heureusement, est en chantier. Et dans bien des domaines, on a besoin des compétences. Il va falloir orienter les enfants vers ces filières. Allez, en tout cas, du courage donc à tous les candidats qui ont échoué, du courage aux parents aussi, c'est important. Puis félicitations à ceux qui ont réussi, qui ont réussi. Félicitations aux parents dont les enfants ont réussi. Et courage à ceux dont les enfants ont échoué. Voilà, puis le calendrier des activités et la suite du processus qui donne à savoir que les épreuves facultatives démarrent donc le samedi 13. Les épreuves sportives du lundi au jeudi 18 juillet. Oui, parce qu'actuellement, les centres sont occupés par ceux qui ont fait le BPC. Allez, Laurent Roland Tonneikes, dans un tout autre registre à présent. On reste avec Khonoubo, oui, restons avec Khonoubo en attendant, qui écrit « Retraite de la nationalité française à Kémy Séba, l'activiste désormais prêt à donner plus de fil à retordre à la France en Afrique ». Oui, j'ai pu voir sa réaction quand on a retiré ça. Il lui a retiré la nationalité française. Je crois que là, maintenant, il va peut-être que c'est du courage. On lui donne du tonus ou peut-être que ça peut l'affaiblir quelque part. Parce que qu'on ne le veuille pas, à un moment donné, étant un citoyen français, quel qu'en soit le cas de figure, c'est qu'on ne pourrait pas le toucher n'importe comment quelque part parce que la France pourrait le défendre puisque cette puissance-là, dès lors que vous êtes ressorti dans ces pays, vous avez un problème, quelle qu'en soit votre position, automatiquement on vous défend, on prend les responsabilités pour vous défendre, pour vous protéger. Mais maintenant qu'il n'est plus citoyen français, est-ce que la France n'a plus d'intérêt à le défendre, à le protéger? Donc cela suppose que oui, même si dans un premier temps on estime que il a la liberté maintenant d'attaquer véritablement la France. Le risque... Ça l'expose. Moi, je pense que ça l'expose en partie dans certains pays qui avaient du mal à lui mettre la main dessus parce qu'on est un ressortissant français. Donc, c'est à lui de voir sa lutte. Je ne sais pas, il a bien des choses sur lesquelles il compte. Hein, donc, on ne va pas parler de Kémy Séba comme on parle d'un jeune activiste politique béninois qu'on peut choper à la moindre incatade. Donc, j'attends de voir quelle sera la suite de son combat. On lui souhaite tout courage parce que ce n'est pas facile de perdre sa nationalité aussi comme ça. C'est vrai que ces positions qu'il a, d'abord même en brûlant le passeport français, c'est bien clair que ça ne devait pas tarder parce que ça, c'est un affront à la France. Même au Bénin, ici, vous ne pouvez pas vous permettre d'y brûler le passeport. Moi, j'estime que... Certains estiment que justement la France l'oblige ainsi à être totalement cohérent dans sa lutte. Oui, soit vous n'êtes pas français, vous attaquez la France comme vous voulez, soit vous êtes français et vous évitez d'attaquer la France comme vous voulez. Donc là, maintenant, il n'est pas français, donc il peut se permettre tout. Et moi, j'estime que oui, le simple fait d'avoir brûlé le passeport était déjà suffisamment grave. Qu'on ne le veuille pas, qu'on veuille être panafricaniste et qu'on veuille le soutenir ou pas, c'est un comportement à décourager parce que moi, béninois, je n'accepterai jamais même que quelqu'un qui soit binational, en tout cas binational, en arrive à brûler le passeport béninois. Je ne lui pardonnerai jamais ça. Donc maintenant, chacun fait sa lutte et se donne les moyens. Il est libre de faire ce qu'il veut, il l'a fait, il assume. On attend de voir la suite. En parlant justement de lutte, Laurent Roland Tonneikes, alors la une de Matin Libre qui écrit « Lutte contre la corruption au Bénin, protection des lanceurs d'alerte, un vide ». Dr Jean-Baptiste Elias estime qu'il faut rétablir la loi 2011-20. Et précisons que la 8e édition donc, de la journée africaine est célébrée ce jour. Oui, protection des lanceurs d'alerte, un vide. Moi, je crois que oui, en la matière, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les cellules de dénonciation et autres à la présidence, il y a un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est que si, par exemple, vous dénoncez à un moment donné, celui qui reçoit la plainte, la lettre, la dénonciation, il se fait qu'il est le parent direct de celui que vous avez dénoncé. Est-ce qu'il y a sérénité en ce sens que vous êtes protégé ou pas? Et je crois que c'est ça qui fait que beaucoup de Béninois ont du mal à se prononcer, à dénoncer. Hein. Il y a tellement de choses à dénoncer. Mais il y a des gens qui vous diront, moi, appelez cette cellule-là, moi, pour appeler, pour qu'ils viennent me créer des problèmes avec mes enfants, ma famille, je ne vais pas faire ça. Hein. Non, non, non. Parce qu'il n'y a pas de garantie en la matière. En réalité, s'il y a une loi, il y a des discussions qui protègent les lanceurs d'alerte, les gens pourraient se libérer et parler sérieusement. Peut-être on aurait pu corriger un certain nombre de pratiques dans bien des secteurs. Et j'estime que oui, Jean-Baptiste Elias a raison. Il faut réfléchir sur ça. Parce que aujourd'hui, si je dénonce aujourd'hui, et que je dénonce peut-être un dossier, dans le dossier, peut-être que c'est
hautes sommités qui sont même impliquées et qui peut-être, celui que je dénonce est peut-être un bras opérationnel de la mafia et que je dénonce. Vous imaginez combien de fois je me mets en difficulté. Donc, et puis si quelque chose m'arrivait demain, qui me protège, moi j'estime que oui, sur la question, il faut trouver un mécanisme pour protéger sérieusement ces personnes qui vont dénoncer et pour que demain on n'ait pas des cas en tout cas d'assassinat ou d'élimination parce que quelqu'un a dénoncé. Le règlement de compte. Le règlement de compte, c'est autant de choses. Dieu seul sait comment ça se passe avec ceux qui dénoncent les cas de corruption. Je sais que il y a un dossier sur lequel je suis intervenu il y a quelques semaines en arrière. Une plainte avait été déposée à la présidence. Je sais qu'après, la personne a été interpellée, mais malheureusement, vous imaginez que cette personne en arrive à rappeler quelqu'un pour menacer, pour dire voilà, j'ai écouté tant, j'ai écouté ça. Je ne sais pas comment il a eu l'information, mais au point où il a appelé et il a cité des noms pour dire voilà, c'est telle personne qui me combat, qui a fait ci, qui a fait ça. Il y a peut-être de crainte à la matière, mais je ne pense pas parce que dans ce dossier, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui intervenaient chaque fois. Et donc, quelqu'un a dû lui faire un rapport. Mais même si c'est quelqu'un qui a dû lui faire un rapport, je vois que quelqu'un qui vient dénoncer automatiquement, sachant bien que pas évident qu'on le dénonce ou bien qu'on le cite chez la personne qui est dénoncée, mais il faut trouver un mécanisme pour le protéger. Pour le protéger quand même. Saurez-vous répondre, Laurent, Roland, Tony Kess, à cette interrogation de Gascani Info ce matin? Dégel de la tension politique. Claudine Talon, la clé? Bon, dans la crise en tout cas entre les acteurs politiques, chacun propose des pistes de solutions. Est-ce que Claudine Talon est une personnalité politique? Bon, quoique première dame, d'accord, déjà son mari président fait d'elle peut-être personnalité politique, mais est-ce qu'elle a les moyens de travailler au dégel? C'est vrai que on dit souvent que derrière grand homme se trouve grande femme, hein, et puis peut-être que ce que Claudine Talon dira à son mari sur l'oreiller peut-être peut contribuer à apaiser la situation. Donc, quoi précisez-vous sur l'oreiller? Oui, il y a des moments où, quand la femme parle à l'homme, l'homme se calme. Vous savez, c'est gagne président, c'est quoi dans Claude. Donc, à un moment donné, vous êtes homme aussi puissant, à un moment donné, vous devenez faible devant la femme et elle peut vous dire, fais ci pour que nous puissions avoir ça. Et parfois, vous faites des promesses. Peut-être qu'après, vous allez vous retrouver pour dire, mais pourquoi elle fait cette promesse? Mais malheureusement, c'est fait parce que si tu ne tiens pas la promesse, la prochaine fois, la même condition te revient. Donc, j'estime que oui, bon, au-delà de tout, quand on va parler sérieusement, Claudine Talon, c'est tellement, oui, elle a peut-être son intervention peut... Parce qu'en tant que femme, il faut qu'on se dise la vérité. En tant que femme, déjà, si elle plaide pour dire, ah, chérie, mon cher chéri président de la République, si tu me sortais peut-être réclamation de prison, et même si tu ne veux pas la libérer, mets-la au moins en résidence surveillée pour le moment, je vous la livre également. Est-ce que, parce que nous sommes en train de finir notre mandat, il faut que nous puissions finir en beauté, en paix. Parce que la paix, c'est aussi la femme. Hein. C'est-à-dire que si la femme ne veut pas la paix, c'est qu'elle ne veut pas la paix, vous n'aurez pas la paix. Mais si elle se décide à avoir la paix et à travailler pour la paix, je parie qu'il va falloir juste une nuit pour que nous puissions avoir un dégel de la tension politique. Vivement que, comme Gascani Info parle d'elle, vivement que si elle nous suit, qu'elle puisse faire quelque chose dans ce sens. Et puis on dira oui. Ce n'est déjà fait. Bon, voilà. Merci. À vous. Laurent. C'est moi. Voilà. Tony Kess.